Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce Café Philo. Je sais pas, ça fait combien de Café Philo qu'on a organisé depuis le début de l'année C'est le troisième. Le troisième Café Philo. Pardon, monsieur. Donc, en vendredi 13, c'est pas mal. Bon, on ne va pas faire de superstition. Hein. Généralement, la philosophie et la superstition ne sont pas bons amis. Enfin, ça dépend. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. Je vais rappeler les bases un petit peu du Café Philo pour ceux qui ne sont jamais venus. Il y a un chronomètre, 90 minutes. Une fois qu'on l'a enclenché, en fait, on débat, on discute ensemble, on construit ensemble un raisonnement. Bon, pendant ce temps qui nous est imparti, l'objectif principal étant bien évidemment de construire ensemble et non pas de se démolir les uns les autres. Bon, après tout, comme dirait notre ami Héraclite, de la destruction naît l'harmonie. Alors pourquoi pas se détruire aussi, en même temps. Et puis après tout, le thème dont il est question ce soir, c'est l'homme est-il forcément un loup pour l'homme ? Vous êtes d'accord avec moi que ça peut sous-entendre une destruction d'un homme par un autre homme ? L'homme est-il un loup pour l'homme ? Je ne vais pas faire, moi, l'introduction de ce thème. Je vais la proposer à quelqu'un qui s'est d'ailleurs proposé, même s'il a oublié ses écrits. Il ne les a pas faits, il va donc improviser son introduction. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de discuter ensemble pendant ces 90 minutes en sollicitant une prise de parole. Alors comment prenons-nous la parole ? On lève la main. Et moi, si je suis assez en forme, je retiens dans quel ordre vous avez levé la main pour vous distribuer ensuite la parole. Là, il a demandé le serveur, vous avez vu ? Voilà, c'est le même principe, mais vous faites le pss, 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 pss en moins, vous l'enlevez. Juste la main levée. Donc, voilà, vous levez la main, et il faut savoir qu'il y a aussi la possibilité de passer devant tout le monde. Si vous êtes 10e à avoir levé la main, mais que vous n'avez jamais pris la parole, soit vous payez, bien évidemment, soit, si vous n'avez jamais pris la parole, eh bien vous passerez devant tout le monde. C'est ce qu'on appelle, de manière assez puérile, le bonus première prise de parole. Donc, l'homme est-il forcément un loup pour l'homme ? Je vais laisser la parole à Arthur, qui va introduire le sujet. Et ensuite, je démarrerai le compteur. Alors, il faut savoir que le Café Philo se passe dans cette salle, mais si des personnes aussi ailleurs, par exemple les amoureux ou d'autres ont envie de prendre la parole, vous pouvez demander la parole et je vous la passerai. Arthur, c'est à toi. Merci. Alors bon, moi je n'ai pas préparé grand-chose, j'ai même rien préparé du tout, mais comme je connais un peu le sujet, je peux en parler et puis introduire un peu. Déjà, c'est une phrase qui vient de Hobbes. Hein, les gens me voient maintenant. C'est une phrase qui vient de Hobbes. Hein, et ce n'est pas l'homme est un loup pour l'homme, mais c'est plutôt l'homme apparaît à l'homme comme un loup. C'est pas tout à fait pareil. Et Hobbes construit sa théorie sur le fait qu'il existe des inégalités entre les hommes. C'est parce qu'il y a un plus fort et un plus faible que la société se construit, à contrario de Rousseau qui pense que la société produit de l'inégalité. Alors, pour Hobbes, c'est le théoricien de la monarchie absolue. Hein. D'ailleurs, les politiques du XXe siècle, comme Maurras, etc., reprendront ces conceptions pour dire que la démocratie n'est pas proche de la conception métaphysique de la société et de l'état de nature. C'est le principal argument que Maurras avançait. Moi, il y a un théoricien que j'aime beaucoup, qui s'appelait Carl Schmitt, qui était aussi juriste, qui avait le grand tort d'être nazi, et qui disait, en reprenant tout le temps Hobbes, qui disait que au-delà des rapports d'inégalité, il y avait aussi des rapports d'inimitié entre les individus, c'est-à-dire qu'on n'est jamais amis que puisqu'on a un ennemi en commun. Hein. Bon, tout ça, ça rappelle pas mal aussi la théorie du maître et de l'esclave, de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, dans sa phénoménologie de l'esprit. Bon, moi j'ai lu que l'introduction.
Mais ça rappelle un peu cette théorie où justement le maître est assujetti au savoir de l'esclave, au savoir-faire et au bras de l'esclave. Et c'est comme ça pour Hobbes que la société se construit. C'est-à-dire que Robinson et Vendredi, si ma mémoire ne me fait pas défaut, étaient très vieux. Et c'est parce qu'il y avait un plus fort et un moins fort que la société se construit. A contrario de Rousseau, qui lui pensait que les hommes étaient égaux, et que leur union était le fruit d'un contrat. Pour Hobbes, c'est pas du tout la même chose. Pour Carl Schmitt non plus. C'est le rapport de force. C'est des rapports violents. Et c'est pour ça que Hobbes reprend et dit aussi qu'il apparaît à l'homme comme un dieu. C'est-à-dire que l'homme a les outils pour construire la société et a aussi bien des armes pour la détruire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Arthur. Voilà. Donc le temps est parti. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter maintenant? Enfin, de toute façon, vous allez forcément avoir quelque chose à rajouter, sinon il n'y a pas de café philo ce soir. Le rapport de force, Arthur. Donc tu as fait ton introduction en parlant de Hobbes et de Schmitt. C'est ça. La société ne pourrait donc se construire que sur des rapports de force. Arthur, hein, tu me dis si je déforme ton introduction. La société ne pourrait donc se construire que sur des rapports de force. On est d'accord. Donc jusque-là, tout le monde est d'accord que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons combattu avant, nous avons détruit, nous avons tué. C'est ça. Alors justement, mais j'attends qu'on approfondisse. Oui. Oui, je cautionne totalement cette introduction. À ceci près peut-être que Hobbes propose une vision d'un système qui, n'intègre peut-être pas tous les paramètres qui permettent à une société de se construire. C'est-à-dire que son système a bien évidemment servi à mettre en place la société, la société que le siècle des Lumières va promouvoir d'une manière forte, c'est-à-dire promouvoir l'économie de marché, la liberté de l'économie de marché, le marché libre. Et quelque part, ces paramètres qui sont des paramètres censément humains regardent seulement du côté... je pense que Hobbes essaie de mettre en avant le fait que notre société se construit en s'appuyant sur des systèmes qui permettent à un mécanisme de fonctionner. Ce mécanisme comprend une part qui est éminemment humaine, puisque le côté nature chez Hobbes, c'est vrai que par rapport à certains autres philosophes, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qu'il apprécie tout particulièrement, ou tout du moins qu'il voit de la même manière qu'un Rousseau. Il se trouve que, je ne vais pas introduire une notion spirituelle ou religieuse, ce n'est pas le propos, mais ce sont quand même des composantes qui entrent dans ce mécanisme, qui prennent une part de ce mécanisme, dans le sens où l'être humain n'est pas seulement définissable à travers les échanges qu'il va pouvoir établir avec ses semblables. Effectivement, pour qu'un système puisse fonctionner, il faut définir un minimum de règles, mais au sein de ces règles, il émane toujours quelque chose de l'humain qui dépasse, transgresse. Donc quelque part, la définition sur laquelle nous allons tenter de poser un peu nos esprits ce soir, l'homme est-il forcément, c'est le forcément que je trouve pernicieux, dans le sens où il ferme une porte, alors que sans ce forcément, on rejoindrait une définition beaucoup plus ancienne, beaucoup plus antique de... Un ange passe, une définition plus ancienne qui commençait en ne tronquant pas cette locution, parce que la locution de départ sur laquelle Hobbes s'appuie est une locution qui dit « quand on ne le connaît pas, l'homme est un loup pour l'homme ». L'origine de cette phrase admet qu'en fin de compte, cette proposition qu'Hobbes retient n'est que le pendant de quelque chose dont nous nous privons nous-mêmes ce soir en ne le mentionnant pas dans la locution sur laquelle nous allons réfléchir. C'est-à-dire, quand on ne le connaît pas,
l'homme est un loup pour l'homme. Donc la locution d'origine est beaucoup plus violente, et ceci dit, elle contient en germe la solution à cette violence. Alors que la phrase sur laquelle nous nous appuyons là ce soir, bien qu'elle contienne une possibilité d'échappatoire, mais une possibilité, oui, d'échappatoire ou de rédemption, selon le côté sur lequel nous voulons nous appuyer, soit matérialiste, soit un petit peu plus spirituel, il se pourrait que nous ne fassions pas autour des mêmes mots le même débat ce soir, selon que nous braquions sur Hobbes ou nous braquions sur la définition sur laquelle lui-même s'est appuyé, enfin la locution sur laquelle lui-même s'est appuyé. Voilà, enfin je ne vais pas monopoliser le temps de parole, j'ai le temps, je le confie à d'autres. Merci Jean-Paul. Je vais passer la parole à Maurice. Bonsoir. Alors je vais essayer d'aller dans le sens de Jean-Paul, puisque moi aussi j'ai recherché un peu, je ne savais pas du tout d'où venait cette expression. Et effectivement, je suis tombé sur des auteurs antiques, et donc la phrase exacte. Alors, il faut situer le contexte, parce que la phrase exacte, c'est l'homme qu'on ne connaît pas est un loup, il n'est pas un homme. Et le contexte, c'est une pièce comique assez sordide, en fait, parce que c'est une histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une prostituée, et il va demander à la mère de la prostituée de pouvoir vivre avec elle et toute la vie, parce que c'est la femme de sa vie, il en est persuadé, le pauvre. Et donc il va demander à la maman de cette prostituée, qui elle-même est une vieille prostituée, s'il y a moyen justement de vivre son amour ad vitam aeternam. Et sa maman va lui dire tout à fait, à condition que tu payes le prix. Donc il va s'enquérir de trouver de l'argent, et c'est son père qui va accepter de lui fournir l'argent nécessaire, à condition, et c'est là que l'histoire devient savoureuse, c'est à condition qu'il puisse avant passer une nuit avec cette fille en question. Voilà. Donc le contexte, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ensuite un marchand, évidemment, je ne vais pas tout raconter, mais qui dit, quand il s'agit de prêter l'argent ou de donner de l'argent, si je ne connais pas cet homme, je ne vais pas me fier à lui. Voilà. Donc, et c'est là qu'il cite, qu'il dit ça. Il dit l'homme qu'on ne connaît pas, voilà, ce n'est pas un homme, c'est un loup, hein, pour justifier le fait qu'il soit réticent, etc. Et après cette citation, elle est reprise par Erasme, elle est reprise par Montaigne. Et puis petit à petit, elle se transforme. Et justement, selon le contexte, comme disait Jean-Paul, dans lequel on la situe, elle va avoir un sens tout à fait singulier. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on y raconte, on raconte ce soir notre propre histoire de cette définition, et qu'on lui redonne un sens nouveau. Voilà. Merci Maurice. Donc l'homme qu'on ne connaît pas serait donc ce loup pour l'homme. Et a priori, c'est celui à qui je ne peux pas confier mon argent, à qui je ne peux pas confier... Oui, Alvaro. Alors l'homme... Alors les mots, quand on associe le mot homme et loup, c'est une invention. C'est une invention qui a été faite récemment, parce que depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire, les hommes n'ont jamais été des loups pour des hommes. Au contraire, ils se sont toujours associés pour pouvoir survivre. Rien que pour aller à la chasse. Rien que pour aller à la chasse, il fallait s'associer, il fallait s'associer, il fallait se coopérer. Et c'est comme ça que les familles se sont créées, après les clans, après les tribus, parce que les hommes avaient besoin des uns des autres. Et c'était une question de survie. Alors l'histoire du loup, l'homme est un loup, c'est très bien, vous l'avez fait apparaître, c'est quand est née la société marchande. À partir de la société marchande, quand elle est apparue, là les marchands, ils voulaient gagner du fric. Et quand ils gagnent du fric, il fallait que les gens soient séparés, soient divisés, c'est-à-dire qu'il y ait des actes commerciaux individuels.
Parce que qu'est-ce qui fait mal aux commerçants? C'est que les consommateurs s'associent, ils créent des coopératives. Et c'est la société marchande qui a inventé cette idée de loup pour l'homme. Alors, il y en a des tas de détails dans l'histoire, depuis la préhistoire, dans l'Antiquité jusque récemment. Alors, c'est vrai quand tu parles d'association, tout ça, de coopération, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très élaboré, qui est une science de l'association, comment les hommes peuvent s'associer entre eux. C'est très complexe aujourd'hui. Alors, ce que je voulais dire, je vous donne des exemples simples, par exemple. Bon, juste avant la guerre 14, tout le monde était pour la paix. Bon, tout le monde il y avait beaucoup de pacifistes. Les Allemands nous déclarent la guerre, tout le monde part la fleur au fusil pour aller se battre. Donc c'est 1914 août. Septembre, octobre, les gens disent « Ouh là là, c'est ça la guerre ?» Les gens ils commencent à se révolter. Et tout le monde a vu le film sur les fraternisations de Noël 1914-15, là, avec Danny Boone. C'est que les soldats allemands, les soldats français jouaient au foot. Comment ça, les soldats français, les soldats allemands jouent au foot ensemble avec les Anglais? L'homme est un loup pour l'homme. Alors, donc ça veut bien dire qu'à l'origine, instinctivement, les hommes, quand il faut défendre la patrie, c'est vrai, ils sont prêts à se battre, mais quand ils voient ce que c'est la guerre, oula, c'est ça la guerre. Les gens, ils sont plus des loups. Alors, ça, c'est des exemples comme ça, il y en a des tas et dans l'histoire. Mais on veut toujours maintenir cette idée, l'homme est un loup pour l'homme, parce que ça arrange les marchands, ça arrange les sociétés capitalistes, ça arrange les sociétés où l'individualisme doit primer, parce que l'individualisme permet de gagner du fric. Parce que quand les gens sont individualistes, ils ne se rassemblent pas pour acheter, par exemple, pour créer comme les MAPAD ou ces choses-là, ou créer, par exemple, l'économie solidaire, qui sont des associations, des groupements. Parce que le capitalisme perd du fric à ce moment-là. Donc on invente l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, qu'il faut se battre, qu'il faut être individuel, qu'il faut à l'école s'écraser, réussir. Tout ça, ce sont des inventions de la société capitaliste, de la société qui veut asservir l'homme. Merci Alvaro. Attends, Maurice, Victoria, je passe à Tim, ensuite à Victoria, ensuite à Maurice et ensuite à Arthur. Moi, je suis plutôt d'accord. Après, c'est vrai que le système actuel tourne quand même l'homme vers pas mal de compétitivité. Il y a une récente étude, je parlais tout à l'heure avec notre ami, de l'ONU qui montrait que justement, plutôt que de prôner tout ce qui est compétitif, on pourrait justement faire coopérer les gens dans les entreprises et tout. Et au final, ça améliorerait grandement le rendement. Comparé à ce qu'on croit, la compétitivité fait vraiment diminuer les capacités de l'homme à produire. Donc en plus, je pense que le système actuel est un peu illusoire au final. C'est vraiment peut-être ce que vous disiez. Après, je n'affirmerai pas. Je ne connais pas assez le sujet, mais c'est vrai que on est quand même dans un système qui veut ça, quoi. Merci, Tim. Je passe à Victoria. Ensuite, je viens. Attendez, hop. Oui, bonsoir. Alors moi, je suis d'accord, sans l'être complètement. Parce que je pense qu'en effet, les clans se sont tout à fait formés largement avant le capitalisme ou largement avant l'économie. Si on prend les premiers hommes, les Néandertaliens par exemple, les Homo sapiens tout simplement, ils étaient déjà en clan. Alors l'homme, il a toujours été en clan familial. Il y a un chef de meute, avant bon, c'était le père, ça a un petit peu changé, mais il y a quand même souvent un chef de meute. Donc il y a la cellule familiale, le clan, après il y a la cellule des amis, il y a la cellule des collègues de travail, il y a la cellule sociale, enfin des clans, il y en a tout un tas de sortes. Et je pense qu'en effet, l'homme peut être un loup pour l'homme, un peu comme une meute, parce que les loups c'est exactement la même chose, ils sont en meute avec également un chef de meute. Quand on rentre dans notre clan, voilà, parce qu'on protège le clan. Alors au début, c'est clan. Il n'y a pas d'histoire, je pense qu'il n'y a pas d'histoire d'économie.
Je pense que c'est un clan familial. Et surtout, touche pas à mon clan, c'est-à-dire que la meute qui est à côté, le clan d'hommes, le clan d'Homo sapiens, il vient surtout pas rentrer et interférer dans mon clan, prendre les femmes, les enfants, etc. Et puis après, bon, au fur et à mesure, mais ça se vérifie aujourd'hui aussi, on fait des clans par affinité, par argent, enfin bon, il y a un tas de manières de faire des clans, et surtout, le principe est toujours le même, ne touche pas à mon clan. Et dès qu'on s'attaque, dès qu'on veut rentrer dans ce cercle fermé qu'on a formé, ben là, on devient un loup, exactement comme les animaux. Merci Victoria, c'est rapide, hein oui, puisque... Oui, c'était juste pour dire qu'il y a une ironie assez dingue, c'est-à-dire que justement à cette époque, la préhistoire, les hommes cohabitaient avec les loups pour chasser, parce qu'ils avaient chacun des intérêts à ça. Les loups et les hommes ont cohabité pour chasser. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, de quoi on parle exactement? Qu'est-ce qui, chez le loup, fait qu'on va se trouver quelque part dénigré en étant considéré comme un loup? Donc, de quoi on parle juste? Qu'est-ce que c'est être un loup pour un homme? Merci Maurice. Il y a une première prise de parole. Marie-Paul. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec madame. Pour revenir aux néandertaliens et hommes préhistoriques, néolithiques et paléolithiques, je pense qu'ils se tapaient sur la gueule assez régulièrement. Et plus que le clan, je crois que derrière, il y a une question de territoire. Ils étaient chasseurs-cueilleurs, donc il fallait subvenir à leurs besoins et chercher ce dont ils avaient, ce qui était nécessaire à leur survie. Et quand il y avait un autre clan qui venait dans leur territoire prendre cette nourriture dont ils avaient absolument besoin, ben, à mon avis, ça ne devait pas être rigolo tous les jours. Quant aux loups, ils sont aussi en coopération. On le sait très bien, qu'ils chassent tous ensemble avec un chef de meute, ce qui est en général une chef de meute d'ailleurs, une femelle, dite alpha, qui dirige tout ça. Et ce n'est pas si simple, quoi. Je veux dire, la comparaison toujours très négative envers les loups. Voilà. Merci Marie-Paul. Première prise de parole, Guérande. Alors, donc il a beaucoup été dit effectivement. Là, c'est là toute la problématique. Il y en a qui disent que l'homme est naturellement bon et que voilà, ça fait toujours plaisir de s'entendre avec quelqu'un. Et d'autres qui expliquent tout simplement qu'il y a une histoire de clan, de territoire, de conflits, de différences de puissance, d'intérêts. En fait, je pense qu'effectivement, il y a deux mouvements. Ça veut dire le mouvement d'empathie, ça veut dire ça fait toujours plaisir de s'allier avec quelqu'un, de rester groupé, même dans la nature, voilà, tout le monde fait en sorte de rester groupé. Mais en même temps, qu'effectivement, quand on ne se connaît pas, il y a toujours cette idée de se défendre contre quelqu'un, voilà, qu'on ne connaît pas. Et donc, ça forme même des tensions de protection de soi-même, de son groupe. Et c'est là que ça fait rentrer en jeu deux mouvements, et là est tout le problème. Merci Guérande. Première prise de parole. Marlène. Oui, si on remonte à l'origine de chacun d'entre nous, on peut dire que la vie émerge dans l'eau et dans le sang. Et on voit déjà là, dans notre origine propre en tant qu'être humain, une forme de guerre. C'est-à-dire que cette vie, elle émerge, elle est belle, mais elle émerge dans une forme de guerre. L'eau et le sang. Et en fait, je crois que l'être humain est confronté à cette tension constante entre la guerre et la guérison. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, il peut être confronté au désir de conquérir ou de se protéger, donc il va faire la guerre. Ou bien alors, il va vouloir tout simplement protéger ce qu'il a, le garder, le conserver. Et à ce moment-là, il va entreprendre une démarche de guérison. D'ailleurs, ces deux mots ont la même étymologie, qui est une étymologie scandinave, gvar, qui veut dire garder, être gardien. Et je pense que lorsqu'on devient un loup, c'est peut-être qu'on devient un guerrier,
mais ce n'est pas nécessairement maléfique, cela peut être positif. Ceci dit, cette tension entre guérisseurs et guerriers, elle est en chacun de nous. Et c'est une fracture individuelle qu'on trouve reproduite au niveau de la société. Donc il y a en chacun de nous une tension vers la paix, l'harmonie intérieure, que l'on doit éventuellement faire grandir en soi pour faire émerger une société pacifique, et aussi le respect de l'autre, puisque l'autre c'est le miroir, c'est celui dans lequel on peut se voir en paix ou se voir en guerre, donc le respect de l'autre est fondamental. Et d'un autre côté, il y a en nous ce conflit, cette division qui peut nous porter à la haine, à la disharmonie, et tout cela peut se reproduire dans la société. Donc notre société, elle a une grande responsabilité, à mon avis, pour que l'homme ne soit pas un loup pour l'homme, c'est-à-dire de faire croître l'individu, de le faire grandir intérieurement, de faire reculer cette division intérieure pour justement engager notre chemin vers une société paisible et une société qui ne soit pas une société de loups. Je n'ai pas dit de louve d'ailleurs, je pense que la proposition, l'allocution est extrêmement sexuée. Enfin, je dirais que la société, par l'éclatement des désirs, par la création de besoins qui n'en sont pas, crée de l'insatisfaction, donc le marché crée de l'insatisfaction, et donc vous aurez compris que la tension vers laquelle nous dirige le marché, c'est la tension de la guerre et de la haine. Merci, Marlène. Une première prise de parole, Arthur. René. Bien, alors là, nous avons parlé beaucoup de techniques. La technique de l'homme face à ceci, la technique de l'homme qui se groupe en clans, la technique de l'homme qui attaque, puis c'est la technique de l'homme qui défend. Je pense que si on avait dit la femme est une louve pour la femme, ça serait encore pire. Et tout ça pour dire que finalement, on oublie quelque chose, à mon sens, qui est beaucoup plus important que les histoires de clans ou d'attaques diverses, ou de défenses diverses. C'est l'indifférence. Et l'indifférence, de par mon expérience, je pense que c'est bien, bien plus nocif que les diverses attaques, parce qu'on peut attaquer les uns et les autres, et puis on se réconcilie, on s'arrange, bon, ça se voit tous les jours. Mais l'indifférence, être indifférent à ce qui se passe au Mali, etc., on n'en a rien à foutre, quoi. Bon, ça nous passe par-dessus la tête, sauf si on a des points de vue politiques, mais voilà, ce sont des points de vue. Ça ne nous empêche pas d'aller faire ce que nous avons à faire dans nos affaires et dans notre travail. Mais l'indifférence est vis-à-vis de la souffrance. C'est une forme de... C'est bien plus nocif que d'aller prendre quelqu'un à un coup de poing ou un coup de crosse. C'est bien plus nocif. Je travaille dans un milieu très particulier d'enfants polyhandicapés, etc. Eh bien, quand ces enfants sortent, le regard des gens, l'indifférence, et même un petit peu de recul, ou alors c'est la commisération. On est en ce type, les pauvres enfants, pauvres parents. On a de l'estime aussi pour les gens qui s'en occupent, bien entendu, qui choisissent un métier difficile. Et donc, je pense qu'il faut traiter ce problème de l'homme est un loup pour l'homme, non pas sur le plan de la technique de politique ou militaire, mais sur le plan individuel, c'est-à-dire que tout un chacun d'entre nous, à un moment donné, a été indifférent, c'est-à-dire c'est de l'agressivité négative. Je ne sais pas si le terme peut être approprié. C'est l'agressivité, on s'en fout. Et ça, à mon avis, c'est bien pire que le fait de considérer les qualités des loups, des hommes en bande, etc. Voilà. Merci René. Première prise de parole. Désolé, bon. Et puis après, ce sera Arthur, Jean-Paul, Tim et Maurice. Thomas, merci. Oui, donc à la question, l'homme est un loup pour l'homme, moi je réponds tout à fait oui, ça me paraît une évidence. Et donc, parce que le loup, il peut être aussi bon, il peut être aussi agressif.
être un loup pour l'homme, c'est pas nécessairement quelque chose de tout à fait négatif. Je repense notamment à Rudyard Kipling. Le petit Mowgli est élevé par une louve. C'est vrai que c'est pas un loup, c'est une louve. Alors, ça m'a fait penser à ça. Je repensais aussi, j'aime beaucoup l'Inde. Et en Inde, les gens sont capables d'adorer des dieux qui sont très agressifs. C'est pour nous un petit peu choquant, parce que tout notre Dieu, enfin pour les chrétiens, c'est un Dieu d'amour. Là-bas, donc, il y a la déesse Kali, qui est une déesse qui apparaît avec plusieurs bras, un bras qui tient une tête dans la main, un autre bras qui tient un couteau ensanglanté. Et ça rend les choses plus simples quand on pense comme ça en Inde. C'est-à-dire qu'on admet plus facilement qu'il y a entre nous de l'agressivité et aussi en nous de l'amour, mais que les deux sont pas forcément... L'agressivité n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est pas forcément quelque chose qui est à refouler ou à cacher. Ça peut être quelque chose qui est bien. Alors, ça m'a fait... Alors, je rebondis éventuellement aussi sur ce que disait monsieur à l'instant. Dans certains cas, on pense à l'indifférence, quand on peut voir quelqu'un de très pauvre sur le chemin ou un handicapé ou autre chose comme ça. L'indifférence est là quelque chose de pas bien. Par contre, la violence peut être là quelque chose de tout à fait utile. On va se battre, on va se révolter contre l'injustice, on va faire quelque chose qui va sortir de nous-mêmes. Donc voilà, donc je pense que l'homme est un loup pour l'homme, et dans toute son amplitude, aussi bien le bon que le mauvais.